Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur la notion de paradoxe. Quel statut accorder aux paradoxes? En quoi ils peuvent nous contraindre? En quoi ils peuvent nous pousser à modifier nos connaissances? C'est ce que nous allons voir. On peut appeler cette leçon le statut des paradoxes. Une première définition de la notion de paradoxe peut être établie à partir de son étymologie. Dans l'Antiquité grecque, le terme paradoxe était utilisé pour qualifier certains énoncés qui apparaissaient étranges ou bizarres. Les paradoxes se présentaient comme des opinions curieuses ou des propos allant contre les idées habituellement reçues. Ce terme se compose du terme para, qui peut vouloir dire en grec ancien contre, et du terme doxa, qui veut dire en règle générale opinion. Ainsi, un paradoxe qualifie une thèse qui va à l'encontre de l'opinion courante. Comme le signale le grand logicien Quine, cette définition est juste, mais elle n'est pas suffisante pour comprendre toutes les subtilités du paradoxe. Il convient donc d'examiner plus profondément cette notion. Nous allons d'abord présenter les différentes manières de classer les paradoxes, puis nous verrons que chacune de ces classifications tente d'apporter une solution au problème que posent les paradoxes afin d'y faire face. Les paradoxes nous conduisent à améliorer nos explications et nos connaissances. La spécificité du paradoxe, c'est de partir de prémices ou d'axiomes ou d'hypothèses que l'on considère habituellement comme vraies, et certains les considèrent même comme évidentes, mais à partir desquelles un raisonnement nous conduit à une conclusion qui nous défie, qui ne nous plaît pas, qui va à l'encontre de ce qu'on pense ou qui va à l'encontre de ce qu'on a supposé au départ. Le résultat de ce parcours est d'être face à un obstacle, de buter sur une proposition ou une thèse qui, d'une manière plus ou moins évidente, contredit ou bien la logique, le raisonnement, ou bien les évidences communes. Nous verrons que parfois, il y a comme un subterfuge. Enfin, il arrive que le paradoxe nous apporte une nouvelle connaissance et que la contradiction n'en était pas vraiment une, comme on l'a vu avec les paradoxes sur l'infini. Vous vous rappelez, on avait pendant des siècles, on avait pensé que la partie d'une chose ne pouvait pas être aussi grande que la chose elle-même. Et la définition de l'infini a été justement de dire, eh bien si, quelque chose est infini quand une partie d'une chose est aussi grande que le tout. Bon, quoi qu'il en soit, le paradoxe a ceci d'intéressant, c'est qu'il nous invite à la réflexion. Il nous invite à réviser nos connaissances ou nos manières d'apprendre. Il arrive que le paradoxe soit en réalité un sophisme. À première vue, on peut penser que c'est un paradoxe, et puis après, quand on l'analyse un peu, on s'aperçoit que c'est un sophisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contradiction n'est pas réelle, elle n'est qu'apparente. Elle est due à un défaut d'information ou alors à une erreur délibérée, ou non, du raisonnement. Et puis, il y a les paradoxes qui mettent en doute nos connaissances elles-mêmes. Alors maintenant, on arrive à une question: comment classer les paradoxes? Parce que vous avez peut-être remarqué qu'il y a différentes manières d'en parler et de les ranger. La classification la plus courante des paradoxes consiste ainsi à répartir les paradoxes selon la discipline ou le domaine dans lequel ils apparaissent. On parle ainsi de paradoxes logiques, de paradoxes physiques, mathématiques, économiques, politiques, moraux ou métaphysiques. Mais ce genre de classification ne permet pas d'éclaircir les caractéristiques des paradoxes. En effet, d'une discipline à l'autre, on rencontre parfois des paradoxes analogues. Ils ont la même structure logique. D'autre part, certains paradoxes ne relèvent pas d'une branche de la connaissance. C'est le cas du paradoxe du barbier que nous avons déjà évoqué. Pour améliorer la classification traditionnelle, on peut répartir les paradoxes en trois grands domaines. Un domaine logique,
physiques et pratiques. Les paradoxes logiques sont ceux qui nous conduisent à questionner les principes qui régissent la structure d'un langage ou d'une théorie. Les paradoxes physiques, quant à eux, visent à interroger notre conception du monde physique, de la réalité. Et enfin, les paradoxes pratiques liés à l'action concernent notre rapport au monde psychique ou social, à notre vie quotidienne. Selon cette classification, ce qui nous importe, nous, quand on étudie les fondements des mathématiques, ce sont les paradoxes logiques. Car ce sont, en quelque sorte, des énigmes qui ne touchent en fait que la grammaire de notre langage, et non le rapport de notre langage avec le monde. Alors, cette diversité des paradoxes repose-t-elle sur une structure logique commune? Peut-on trouver un élément commun à tous les paradoxes, ou les paradoxes donnent-ils lieu à plusieurs familles n'ayant aucun rapport entre elles?